Ces photos, d'abord, s'il s'agit de l'assassinat des Juifs, elles le montrent, mais elles le montrent à la manière des SS. Et c'est là où il y a un piège aussi, c'est que ce rapport il est destiné à montrer comment moi, Rudolf Höss et mes hommes, nous travaillons bien. Et il est adressé aux hiérarques du régime nazi, ceux qui ont donné l'ordre d'assassiner les Juifs. Donc ils n'ont pas besoin d'être informés de l'assassinat à proprement parler, c'est eux qui l'ont ordonné. Par ailleurs, Heinrich Himmler, qui est venu, entre autres à Auschwitz, assassiner à l'assassinat des Juifs, mais il a assassiné à l'assassinat de Juifs en URSS, notamment à Minsk, qui s'est très bien documenté. Il a été dans d'autres lieux d'assassinat. On sait qu'il ne goûte guère à la vue, ça peut paraître bizarre pour le chef de la SS, mais à la vue du sang, à la vue des cadavres. Et on sait qu'à Minsk, lors d'une fusillade de Juifs, il est tombé dans les pommes. Pas du tout par humanisme, mais juste le spectacle de la mort de masse, il le trouve peu ragoûtant. Donc le but de Höss, qui connaît par ailleurs fort bien Heinrich Himmler, c'est pas de montrer l'assassinat à proprement parler, c'est de montrer la perfection, selon eux, de ce qui se passe entre le moment où les convois arrivent et le moment où on va tuer les Juifs. Les dernières photos, elles sont prises littéralement à la lisière des chambres à gaz. Donc elles ne montrent pas l'assassinat à proprement parler, elles montrent comment on emmène les victimes jusqu'à l'assassinat. Ces photographies, elles font partie intégrante du crime à plus d'un titre. D'abord, elles sont réalisées sur ordre de Rudolf Höss, qui est l'homme qui va être placé à la tête de cette opération et qui est l'homme qui a créé le camp d'Auschwitz, qui est rappelé à ce moment-là pour superviser l'opération. Et ces photos, elles sont directement commanditées pour montrer comment nous, les SS, on travaille bien. C'est vraiment l'idée de ces photographies. Ça, c'est la première chose. Donc, elles font partie intégrante de ce qui est en train de se dérouler. Ensuite, les deux photographes SS qui prennent les photographies les mettent très largement en scène. Ils les mettent en scène de manière à faire correspondre leurs photographies à ce que Höss et les autres SS d'Auschwitz veulent montrer du processus selon eux. Autrement dit, c'est un processus qui est parfaitement, a priori, organisé, ce qui est très largement faux par ailleurs. Et enfin, dernière chose, les photographes interagissent en permanence avec les victimes, les mettent littéralement en scène, interagissent avec il ou elle, au point qu'ils font eux-mêmes des sélections à l'intérieur de la sélection. Ils vont choisir par exemple des juifs orthodoxes à un moment où il faut faire des photographies de juifs religieux pour faire coïncider ça avec la propagande nazie habituelle. Donc ces photographies, elles font partie vraiment intrinsèquement de ce qui est en train de se passer. En même temps que les convois arrivent, les photographes agissent, quand il y a énormément de choses auxquelles on ne pense pas quand on est confronté à ces images. Juste pour vous donner un exemple, quand vous avez des photos vues depuis le haut des wagons sur des convois qui s'étirent à perte de vue le long de la gare, ce que les SS appellent la rampe, on n'imagine pas que le photographe se balade alors qu'il y a des centaines de personnes qui sont sous ses pieds. Autrement dit, pendant qu'il prend ses photographies le plus tranquillement du monde, il marche sur la tête de 80 ou 90 personnes enfermées dans chaque wagon, qui sont enfermées là depuis 3 jours, 3 nuits, qui ignorent qu'elles sont arrivées à destination, parce que les convois s'arrêtent régulièrement tout au long du parcours, qui n'attendent qu'une chose, c'est d'être à l'air libre pour enfin pouvoir respirer, échapper à la puanteur qui règne dans les wagons, échapper à la chaleur qui règne dans les wagons, pouvoir éventuellement boire ou manger, puisque c'est ce qu'elles pensent qui les attend à l'arrivée. Et les photographes, eux, n'ont qu'une idée en tête, c'est de prendre les photographies les plus esthétisantes possibles, les plus visuelles possibles. C'est pour ça qu'ils s'amusent à prendre des perspectives, d'essayer de correspondre à ce qu'on appelle la règle d'or en photographie, etc., etc. Et tout ça, on ne l'a pas en tête quand on regarde ces photos, alors qu'elles font partie littéralement du crime. Sur la question de est-ce qu'on a appris des choses, on a appris énormément de choses, alors, qui participent soit de la très grande histoire, soit, entre guillemets, de l'histoire de détail de ce qui se déroule sur place. La très grande histoire, mais qui n'est pas anecdotique, loin s'en faut, c'est que ces photographies, elles sont prises sur un lieu qui a été appelé par les SS la rampe, autrement dit la gare. Une nouvelle gare a été construite à Birkenau, alors qu'avant, entre 1942 et 1944, les Juifs descendaient dans un autre lieu qui s'appelait la Judenrampe, littéralement le quai aux Juifs, qui se trouvait dans la gare de marchandises de la ville d'Auschwitz et qui était distante d'environ 1,5 km des chambres à gaz. Là, cette nouvelle gare, qui est prévue depuis en fait quasiment la création du camp, elle est achevée pour l'ouverture de la déportation des Juifs de Hongrie. Les premiers convois de Hongrie arrivent à partir du 16 mai 1944 à l'intérieur de Birkenau, mais complexité, pas dans le camp de concentration, dans un espace qui est à l'extérieur du camp, mais qui est fiché,
littéralement entre deux parties du camp de concentration. Autrement dit, les gens qui arrivent dans cette gare, quand ils descendent, ceux qui ont été photographiés, ils ne sont pas dans le camp, l'immense majorité ne rentrera jamais dans le camp, ils vont vers les chambres à gaz. Parmi les choses qu'on a apprises, qu'on voit dans les images mais qu'on n'arrivait pas à comprendre et que personne n'avait compris avant nous, c'est que cette gare, elle est en construction perpétuelle. En fait, elle ne sera même jamais achevée. Et ça, on le sait, grâce aux archives qu'on a été consultées au musée d'Auschwitz, qu'on a pu reconnecter avec des choses qu'il y a dans les photographies. Et à partir de ce moment-là, on a compris une chose qui peut paraître très bizarre une fois qu'elle est énoncée. C'est on ne comprend pas ce qu'on voit, littéralement. Dans les photographies, on voyait des masses noires à l'arrière-plan, on ne comprenait pas à quoi ça correspondait. Puis quand on a retrouvé les archives du chantier de construction, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'engins de chantier. Des grues de levage, des locomotives de voie étroite qui amènent les matériaux de construction, les pierres parce qu'il faut empierrer la zone pour poser les rails, etc., etc. Quand on a vu ces documents, ces rapports de chantier, on a compris que les masses au fond, c'était tous ces engins de chantier. Et du coup, on a compris énormément de choses. D'abord, on a compris qu'on ne comprenait pas les images, ce qui peut paraître paradoxal, mais ça vaut pour toutes les images. Si on ne sait pas ce qu'on voit, on ne peut pas le comprendre. Énoncé comme ça peut paraître très bizarre, mais c'est une réalité. La deuxième chose, c'est que ces photographies, qui sont les seules qui nous sont parvenues, qui montrent la destruction des Juifs à Auschwitz, à l'exception de 4 photographies clandestines prises par un Juif du Sonderkommando, Alberto Herrera, qui sont encore d'une toute autre dimension, puisque là, ce sont des photos prises par un héros, littéralement, et une victime qui essaie de montrer ce qui se passe, de témoigner de cette manière. Ces photographies, tout le monde les connaît. Autrement dit, tout le monde connaît Auschwitz à travers ces photos. Et pourtant, ça pose plein de problèmes. D'abord, cette gare que tout le monde connaît, elle a une histoire très particulière qu'on a été obligé de reconstituer et de montrer qu'en fait, le chantier il était permanent, il ne s'est même jamais terminé. Quand Auschwitz est évacué, la gare n'est pas terminée. Puis ensuite, il y a toute une myriade d'informations qu'on a trouvées dans les photos et auxquelles on ne s'attendait absolument pas. D'abord, de la résistance des victimes, il y en a partout dans les images, qu'il s'agisse des femmes et des enfants qui défient les photographes en tirant la langue, qu'il s'agisse des hommes qui eux aussi défient les photographes d'autres manières, par les attitudes très dignes des victimes et qui justement contrecarrent la volonté des SS. Et là aussi, c'est quelque chose qu'on n'a pas en tête quand on est confronté aux photos et qui pendant très longtemps ont été mal comprises. Pendant très longtemps, on disait les photographes n'ont pas essayé de faire des photographies antisémites, en tout cas pas systématiquement, puisqu'on voit des juifs ou des juifs qui se tiennent dignement face aux photographes. Ce qu'on n'a pas compris, c'est que les photographes sont des SS qui opèrent à Auschwitz, autrement dit, des gens qui n'ont absolument pas envie de rendre les juifs dignes. Cette dignité, ce sont les victimes elles-mêmes qui l'ont imposée au geste du photographe. Donc ils sont dignes malgré la volonté des photographes. Donc il ne s'agit pas juste d'un élément qu'on a pu mettre en lumière, mais d'une myriade d'éléments qui vont dans plein de directions, certaines qui ont directement trait à l'histoire de la Shoah ou à l'histoire d'Auschwitz, d'autres qui ont trait à des questionnements beaucoup plus larges ou beaucoup plus intellectualisants sur le rapport qu'on a aux images. Alors, un des grands problèmes avec cet album et les photographies qui le constituent, c'est qu'on n'a que l'album. Et on n'a pas tout ce qui vient s'ancrer dessus, que ce soit en amont ou en aval. Autrement dit, on n'a pas les instructions qui ont été données et on n'a pas la réception, puisqu'on a juste quelques éléments qui nous ont permis de comprendre énormément de choses. On sait par le témoignage d'un prisonnier qui était affecté au laboratoire photographique d'Auschwitz qu'il a dû faire 15 exemplaires de cet album. Autrement dit, ça montre qu'on a affaire à un document administratif. Il y a d'autres éléments qui le démontrent aussi. C'est que pour prendre ces photographies, on le sait, il faut un ordre supérieur. Autrement dit, il n'y a que la plus haute autorité à Auschwitz, Rudolf Höss, qui peut autoriser ces photographies. Donc on sait très peu de choses, il y a énormément de questions, certaines auxquelles on a pu répondre, d'autres pour lesquelles à ce jour on n'a pas de réponse parce qu'on n'a rien. Je vous donne juste un exemple, on a l'album, mais on ne sait pas initialement qui a pris les photographies, ça c'est des choses qui ont pu être reconstituées même avant qu'on travaille dessus. On ne sait pas qui a agencé l'album, on ne sait pas pourquoi ces photos ont été organisées dans cet ordre-là, etc., etc. Donc avant qu'on commence à travailler dessus, il y avait énormément d'inconnus. On a répondu à un certain nombre de questions, mais on n'a pas pu répondre à toutes les questions. Et la réception elle-même, on l'ignore parce que l'album qu'on a retrouvé, et là aussi c'est une particularité, ce n'est pas l'un des exemplaires officiels du rapport, c'est la copie privée, ce qu'on appelle le trophée, enfin, ou ce qui est appelé le trophée.
d'un des deux photographes, Walter, qui était le chef du labo photo. C'est son souvenir à lui de cette opération photographique extraordinaire qu'il a été amené à réaliser. Et donc, on n'a pas la partie écrite qui accompagnait forcément la partie photographique. Alors, les images qu'on a en tête, ce sont des images qui ont été prises par les Alliés au moment où ils découvrent les camps et l'horreur concentrationnaire. Et ce qu'ils vont photographier ou filmer, et qu'on connaît parce que c'est reproduit génération après génération, ce sont ces monceaux de cadavres qui sont découverts ou ces morts vivants qui sont photographiés. Et parmi ces victimes, mortes ou vivantes, qui ont été découvertes par les Alliés, il y a, en nombre relativement important, un certain nombre de Juifs. À partir de ce moment-là, dès 1945, il y a une mécompréhension ou une incompréhension. On va se dire, on a retrouvé les Juifs dans les camps de concentration. Ils ont donc été envoyés dans les camps de concentration, et c'est là où ils sont morts en masse. En fait, les Juifs n'ont pas été envoyés dans les camps de concentration, ils ont été envoyés vers les centres de mise à mort. Treblinka, Belzec, Sobibor, pour évoquer certains des plus connus. Mais ce sont des lieux dont le fonctionnement est très simple. Treblinka, c'est 900 000 Juifs, 900 000 morts. Et il y a une trentaine de rescapés qui ont réussi à s'évader lors d'un soulèvement. Treblinka, qui a été découvert par l'Armée rouge et au sujet duquel l'écrivain soviétique Vassili Grossman a écrit, il n'y a rien. Alors Grossman, mais qui est une personnalité hors du commun, une intelligence hors du commun, va comprendre la Shoah à partir de ce qu'il voit à Treblinka, c'est-à-dire des fragments d'os. Mais vous faites des photographies de fragments d'os, c'est une image qui montre du rien. Et une image qui montre du rien, bah, c'est rien. En revanche, ces photographies réalisées dans les camps de concentration, elles montrent l'horreur, mais elles ne correspondent pas à la solution finale. La solution finale, c'est ce que les Alliés vont découvrir, en l'occurrence les Soviétiques, sont des endroits qui sont vides, où il n'y a même plus de cadavres, puisque les cadavres ont soit été enfouis, soit ont été brûlés, et les ossements pulvérisés. Donc il n'y a pas d'image, au sens premier du terme, ce sont des images de rien. Et justement, cette incompréhension liée au camp de concentration, elle est due à Auschwitz pour une raison très simple. Contrairement à tous les autres centres de mise à mort, à Auschwitz, c'est un endroit très particulier en raison de ce qui se passe à Auschwitz. Et ce qui se passe à Auschwitz, il faut le comprendre. Il y a une ville qui s'appelle Auschwitz et qui est un immense projet décidé par Heinrich Himmler, puisqu'il s'agit d'une ville qu'il faut agrandir pour montrer que l'Allemagne reconquiert son Est naturel. L'histoire allemande s'est toujours écrite vers l'Est. Auschwitz, au Moyen-Âge, à plusieurs reprises, était une ville allemande. Les nazis veulent en faire une ville, comme ils l'appellent, une ville modèle ou une ville porte-étendard. Mais pour tous ces projets, le camp de concentration qui se trouve dans la banlieue d'Auschwitz va s'avérer être un réservoir de main-d'œuvre qui va être en permanence utilisé pour l'agrandissement urbain, pour le développement des industries, les mines qui se trouvent à côté, tout un ensemble de projets qui vont venir se greffer, se connecter à la fois sur la ville et le camp. Et très rapidement, les SS vont décider d'une chose, à l'été 1942, qui est une chose très particulière. Ils vont décider d'épargner une petite quantité des Juifs qui arrivent, non plus tous les assassiner, mais d'en extraire une petite quantité qui va être injectée dans le camp de concentration pour servir en tant que main-d'œuvre, épargnée temporairement à tous ces immenses projets. Et à partir de l'été 1942, des Juifs sont littéralement extraits de la file qui va vers la chambre à gaz pour être enregistrés dans le camp de concentration. Dans l'argot du camp, les rescapés disent « je suis rentré au camp », il faut l'entendre au sens premier. Ils ont littéralement franchi le seuil du camp. Sur 1 100 000 Juifs, il y en a 900 000 qui n'ont pas franchi le seuil du camp, qui n'ont même pour certains jamais vu le camp, puisqu'ils arrivaient très loin du camp, ils ont directement été assassinés. Et parmi les quelques 200 000 qui ont rejoint 200 000 prisonniers détenus au camp pour d'autres raisons, essentiellement des Polonais, 150 000 et environ 23 000 Tziganes qui eux aussi ont un sort très particulier, vous avez environ 200 000 Juifs qui deviennent des prisonniers. Parmi ceux qui ne sont pas morts en 1944 ou début 1945, on va avoir des transférés vers d'autres camps de concentration face à l'avancée de l'Armée rouge, vers Buchenwald, vers Mauthausen, vers Dachau, et ce sont ceux-là qui vont être les Juifs qui vont être découverts morts ou vivants par les Alliés. Donc tout le malentendu, il vient du camp de concentration qui est devenu vraiment la représentation centrale de la violence nazie, alors à bon droit et pour plein de raisons évidentes, sauf que le sort de l'immense majorité des Juifs, on ne va pas dire la quasi-totalité, ne s'est pas joué dans le système concentrationnaire, c'est vraiment la portion congrue qui a connu le système concentrationnaire.